Mars, c'est le moment que vous devez choisir pour vous remettre en beauté, madame. Pas n'importe comment, mais en suivant les conseils de votre beauté. Votre beauté vous dit comment on se débarrasse de l'acné et vous apprend ce qu'est le peeling, base de rajeunissement du visage. Votre beauté traite le problème capital de la disparition des cicatrices. Votre beauté, c'est votre conseiller de beauté, de diététique, de coiffure et de mode. Votre beauté, le Dynamique Magazine, qui veut que vous soyez belle, 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 pour 4,50 francs par mois. Pas excessif. Bon, vous nous l'envoyez à domicile. Bon, non, là, je dans suis combien de temps à peu 160 près 000. Ouais, c'est parti vendredi. 4 chambres. Ça fait 4 x 3, 12, 120 000 balles. 12 000. Information, musique, publicité, RTL, la radio la plus écoutée en France, de 8h30 à 18h30. 20h sur 24, les journalistes sont à l'affût de l'événement qui sera à la une de leurs différents journaux parlés. Pour le reste, le rédacteur en chef devra choisir, grossir ou minimiser des faits selon l'intérêt qu'ils peuvent présenter pour un large public. L'événement politique sera traité selon l'optique de l'homme de la rue, avec souvent le conformisme que cela peut représenter. Pour toucher la plus grande masse, il faut choisir ce qui accroche, ce qui a un côté sensationnel. Ce qui est amusant, insolite ou drôle aura souvent la primeur sur une information économique, importante pour chacun, mais difficile à rendre intéressante. Le fait divers a toujours la faveur des auditeurs, à condition qu'il ne perturbe pas leur confort moral. En pratique, cette recherche constante de l'événement et de son impact possible se réalise dans l'agitation de la salle de rédaction. Au centre de cette frénésie domine un des plus anciens journalistes de la maison, Jean-Pierre Farkas. Vous faites de la radio depuis très longtemps, vous arrivez à être prisonnier de vos propres habitudes. Je ne connais pas un métier dans la presse, à l'intérieur de la presse, que, comme celui de la radio, vous êtes le plus engoncé dans vos propres habitudes de pensée, vos propres rites professionnels. Tout ça parce qu'on se dit, il y a tel fait divers, il faut avoir ça en direct, il faut le faire comme ça. Et vous arrivez à faire de l'information qui est une information de type de litanie, alors qu'avec des gens comme Jean Prouveau, Jean Farand, enfin l'équipe de Paris Match, quand ils sont venus, on les appelait les rois match quand ils sont arrivés. Ils sont arrivés sans absolument aucun complexe. Ils ont bâti la radio comme un journal. Et ils nous ont imposé d'abord une recherche dans notre travail qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on était tellement obsédés par notre propre travail quotidien. D'autre part, ils nous ont imposé des types d'émissions auxquelles on n'aurait jamais pensé. L'horoscope. C'est une grève qui intervient au moment où s'ouvrent les négociations à la RATP, donc c'est à nouveau la même tactique de la CGT. C'est-à-dire négociation avec une base en mouvement. C'est toujours la même chose. Seulement la RATP, ils peuvent pas mettre grand monde en mouvement parce qu'ils sont minoritaires. Alors là, comme ils savent que ça bouge au RER, ils démarrent sur le RER. Mais la CGT est très active sur le RER, là. Oui, elle est assez justement... Au cours de la conférence de rédaction, Jean-Pierre Farkas, entouré de ses 3 rédacteurs en chef, choisit les informations qui, par leur retentissement possible, figureront au journal de 13h. Ils ne travaillent pas 12 heures, mais il se trouve qu'ils sont immobilisés, Ils sont immobilisés quelquefois 12 heures à cause ils ne peuvent pas rentrer chez eux, etc. Ils ont 2 services qui peuvent pas rentrer chez eux entre les Oui, c'est ça. C'est intéressant parce qu'il y a les... On fait des fâches spéciaux, on va aller se coucher. Oui. Jean-Pierre Farkas explique à l'envoyé spécial aux États-Unis l'angle le plus accrocheur sur lequel il devra relater le séjour de M. Pompidou à New York. Bon, tu seras où alors, toi? Bon, et tu pourras faire des trucs de là-bas, parce que c'est ça qu'il faudrait qu'on essaie de faire maintenant. Enfin, qu'on essaie de le faire presque comme si tu étais à Paris, de la rue, en racontant un peu la foule, si tu veux. Parce que l'actualité elle-même, maintenant, bon, c'est plutôt de l'autre côté que ça va se passer, quoi. Et à ton avis, ça va être plus sérieux qu'à Machin, qu'à Chicago? Eh ben, je veux dire que j'aimerais mieux, si tu veux, que dans les rues de New York, si tu veux, que tu négliges la balade, si tu veux, à l'intérieur des Nations Unies, quitte à faire les 200 mètres qui te séparent des manifestants et être de l'autre côté. Les Bardets. Hein? 36, si vous voulez, ça a représenté pour les gens une explosion de joie. Je veux dire, pour les petites gens, bien sûr, pas pour le bourgeois. Mais 36, ça a vraiment été la grande kermesse, si vous voulez. Vous savez, Ernul a écrit dans son bouquin que je crois que le socialisme souffrait actuellement de tristesse. Oui. Que le socialisme, c'est la joie. Une bonne femme qui appelle d'Alaska. D'Alaska? À Bigre. Barragiste de la Marne. Alors, le barragiste de la Marne, ça c'est intéressant. Jean Bardin, c'est l'ambassadeur par excellence de la gentillesse.
Auprès des ménagères, son capital de sympathie porte intérêt. Il compte le plus fort taux d'écoute de la journée et gagne plus de 25 000 nouveaux francs par mois. Oui, bon d'accord. D'accord. L'événement, eh bien, il y a eu de très nombreux appels au 720 44 44, car les inondations font partie de l'actualité, et je le redis encore une fois, hélas. Et pour se rendre compte exactement de l'étendue des dégâts, il faut prendre un avion, aller survoler tous les pays inondés. C'est ce que cet après-midi vont faire François Ponchelet pour RTL et André Lefebvre pour Paris Match. Il y aura en plus l'un de vous dans cet avion qui va décoller le plus rapidement possible. Monsieur Lachèvre Francis Marinier, 27 ans, est notre premier présélectionné. Monsieur Lachèvre, bonjour. Bonjour, monsieur Bardin. Eh bien, vous avez eu de bons arguments, monsieur. Je vais vous demander de les rappeler devant tout le monde. Je vais simplement vous dire que je suis marinier. Oui. Et depuis une semaine, nous sommes bloqués par les crues. C'est ça. Nous sommes en quelque sorte au chômage, quoi. Oui. Quel est votre port d'attache, monsieur? Dunkerque. C'est Dunkerque. Et vous alliez où, monsieur? À Port-Victor. À Port-Victor. On décharge du charbon pour les hôpitaux de Paris. Et vous êtes bloqué où exactement? À Suresnes. Eh bien, monsieur, vos arguments sont effectivement très bons, car vous êtes, si je puis dire, tout à fait concerné très directement par ce problème des inondations. Et vous seriez libre immédiatement, monsieur? Oui, bien sûr, puisque hélas, vous êtes au chômage, vous venez de le dire. Monsieur, je vous demande de patienter encore quelques petits instants. Peut-être à tout à l'heure. Madame Plard, professeure, habitant Paris 16e, est notre deuxième présélectionnée. Madame Plard, bonjour. Bonjour, monsieur. Voulez-vous nous rappeler également vos arguments? Bon, mais écoutez, je suis professeur de géographie et d'histoire, alors je pense qu'il serait intéressant pour moi de voir directement ce qu'il en est. Enfin, ensuite, je pense qu'on peut en parler aux élèves d'une façon beaucoup plus vivante. Enfin, si... Oui. Eh bien, voilà un souci qui vous honore, madame, en tout cas, et je suis ravi de vous avoir eu au téléphone. Je vous demande, vous aussi, madame Plard, d'attendre quelques instants. Il est maintenant 12h57. Dans 1 minute 30, nous aurons le verdict. Peut-être à tout à l'heure, madame. Marinier. Le marinier. Évidemment, sur le plan humain, c'est meilleur. On dit que c'est un métier, justement, quand on est très connu, surtout à la radio, on s'use par rapport aux auditeurs. Est-ce que c'est pas une crainte pour vous Bien parfois? sûr, bien sûr. Vous savez, la difficulté, c'est pas tellement de faire les émissions, parce que ça, c'est notre métier. La difficulté, c'est de mener sa carrière, je crois. Si on veut, ou bien alors on veut durer 3-4 ans, 4-5 ans très brillamment, bon, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais si on veut vraiment faire son métier, faire sa carrière, alors là, il faut savoir mener sa carrière, c'est-à-dire, il faut savoir changer souvent. Il ne faut pas s'user soi-même, ni user les auditeurs ou les téléspectateurs, parce que moi j'ai fait les dieux, j'ai fait beaucoup également de télévision. Il faut, je pense, changer de formule. Il ne faut pas se laisser enfermer dans une formule. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Moi, j'ai toujours essayé de toucher à tout. Si vous voulez même regarder, par exemple, en 3 heures, je fais de l'actualité, c'est-à-dire du journalisme, des jeux et une émission de contact avec le public. Nous avons eu besoin de vedettes de manière à sortir RTL de la crise d'écoute qui était la sienne il y a 3-4 ans, de manière à provoquer une sorte de choc psychologique, et également pour une autre raison, parce que la concurrence de la télévision nous amène à essayer de proposer au public les meilleurs et les plus connus. Mais ce n'est pas le vedettariat systématique, parce qu'il y a beaucoup de vedettes que nous avons créées. Quel que soit leur talent, nous les avons totalement créés. Je veux dire par là, je prends des exemples, ça n'a rien de désobligeant pour eux. Mais disons que la grande notoriété de Ménie Grégoire, de Jean Ferniaud ou de Philippe Bouvard date de RTL. Vous voulez un enfant, mais vous ne pouvez pas en avoir, hein, c'est là le problème. Et vous êtes sûr que c'est de la faute de votre mari, hein? Vous êtes sûr, vous avez passé les examens qu'il fallait et tout. Chaque jour, le bureau des pleurs de Ménie Grégoire reçoit les confidences les plus banales et les plus surprenantes. Les téléphonistes sont en ligne directe sur la misère morale de notre monde. Ménie Grégoire, licenciée en philosophie, familière de la psychanalyse, épouse d'un conseiller d'État, était particulièrement désignée pour bouleverser la tradition du courrier du cœur. En 2 ans et demi, pas moins de 110 000 personnes ont éprouvé le besoin de se raconter à Ménie Grégoire. La confidente des Françaises dirige ainsi le plus grand des psychodrames. Face à tous ces gens seuls, perdus, abandonnés ou en détresse, sa mission peut prêter à sourire, mais personne n'a su comment la remplacer. Janine n'est pas là.
À 20 ans, vous n'êtes jamais sorti avec une fille. Je lui avais dit, ne vous laissez pas enlever plus de 2 minutes. Vous êtes mise à travailler, pour avoir Mais c'est par timidité que vous n'osez pas sortir avec les femmes? pour pouvoir disposer d'argent. Oui. Bien, attendez, ne quittez pas, hein. Ménie, j'en ai un bien, là. J'en ai un timide de 20 ans qui n'est jamais sorti avec une femme. Il est timide et tout, il n'ose pas. Demain. Demain. Dis-lui qu'on le rappellera demain. Monsieur, est-ce qu'on peut vous rappeler demain? On a la possibilité? J'aurais bien voulu l'avoir. RTL, 15h05, Monique Grégoire. Chère Ménie, jamais je ne manque l'occasion, toujours enrichissante, de vous suivre dans les méandres parfois inextricables de l'âme, du cœur et du corps humain. Âgé de 39 ans, père de 3 fils pour ma grande joie et la consternation de mon épouse. Je suis marié depuis près de 15 ans. Mon propre problème est d'une banalité qui ne mérite même pas qu'on lui accorde quelque intérêt, mais il peut éventuellement venir enrichir vos dossiers. Élevé par un père dictateur qui ne pouvait souffrir le moindre dialogue et pratiquait d'abrutissantes raclées, j'ai supporté l'enfer familial jusqu'à plus de 24 ans. Naturellement, on m'avait pénétré des principes religieux, au point que je considérais comme faute inavouable la moindre pensée de la femme. Je suis tombé, lors du service militaire, sur des jeunes gens de mon acabit. Retour du service, je me suis épris de la secrétaire de mon patron. Nous nous sommes fiancés. Entre parenthèses, je ne pus jamais embrasser ma dulcinée car le baiser était pour elle péché mortel. Devenue mon épouse, elle a toujours ignoré qu'elle avait un corps humain et malgré mes efforts, est toujours restée de bois. Vous avez dit, monsieur, mon histoire est d'une extrême banalité. Les gens vont peut-être bondir, mais le pire, c'est que vous avez raison. Et que tel que je suis placé, je peux vous dire que c'est vrai. Des couples comme le vôtre, qui sont le résultat de toute une époque, de tout un monde qui était un monde malade, au fond. Eh bien, des couples comme le vôtre, il y en a 10 fois plus qu'on ne pense. Par exemple, vous. Je crois que votre femme et vous, vous êtes le type des victimes. Vous, vous êtes frustré, vous vous débattez contre la tentation d'aller chercher ailleurs ce qui vous manque chez vous. Et elle, eh bien, elle est prisonnière de son enfance. Et, ma foi, elle se distrait comme les enfants en jouant avec la poussière dans sa petite prison, sa petite maison. Puis je vais vous dire un dernier mot pour vous consoler, parce que je ne peux rien faire d'autre. Vous auriez préféré que votre femme ait des aventures avant son mariage, eh bien, figurez-vous, je devine qu'elle aussi, elle aurait préféré pouvoir. Seulement, si elle avait pu, eh bien, vous n'auriez pas de problème, ni l'un ni l'autre. Certains disent en 2 minutes d'un téléphone, et c'est pas possible En 2 d'apporter minutes, je ne résous pas un problème, ils le savent, et moi aussi. Mais en 2 minutes, je fais un exemple d'attitude psychodramatique, d'une attitude qui passe au-delà des apparences pour essayer de chercher ce qu'il peut y avoir derrière. En 2 minutes, je ne trouve pas. Mais en 2 minutes, je prouve aux gens que l'apparence n'est pas tout. Et que derrière ce qu'ils me disent, il y a tout ce qu'ils ne me disent pas. Derrière ce qu'ils se disent, il y a tout ce qu'ils se cachent. Et en 2 minutes, croyez-moi, on peut apprendre aux gens qui n'ont pas tout dit. Le CRIF, c'est incroyable l'organisation qu'ils ont. Mais ça multiplie, ça foisonne. Qu'est-ce que c'est tout ça? Tous les lundis, l'état-major de RTL prépare quelques grands coups sensationnels et chacun lance des idées qui devraient être originales et audacieuses. L'écrivain Gilbert Cesbron, avec gentillesse, remet toujours l'église au milieu du village. Il est prêt dans la version de machin, mais si on veut que ce soit moche qu'il l'écrive, il a tout de même tous les matériaux à pied d'œuvre, il peut l'écrire très vite. Et vraiment, après Freud et Marx, moi, à mon avis, il fallait faire Lénine. Freud, Marx, Einstein. Bon. Et puis quand on avait pris les 3 génies qui avaient formé ce truc, après ça, on pouvait prendre Gandhi, Mahomet, Jésus, tout ce qu'on voulait. Il fallait prendre d'abord les 3 piliers de ce siècle. C'est dommage qu'on ait choisi Marx alors que l'homme de l'année, c'est Lénine. Enfin. Ah ben oui, mais c'était pas cette année, c'était il y a 2 ans. Oui. Il y a 2 ans. C'est long la réalisation de ces choses-là. Ah oui, c'est vrai. Si on veut faire un exposé didactique, c'est chiant comme la mort. Si on entre dans le détail, alors il faut entrer dans la polémique. On pourrait peut-être faire une sorte de Lénine connaît pas, et c'est de faire dire des questions aux gens. Faire poser des questions par des mômes. Oui. Parce que moi, je me souviens qu'au mois de mai, j'avais entendu une scène admirable dans un des meetings de la Sorbonne. Il y avait une môme près de moi qui criait « Vive Trotsky, vive Trotsky !»
Alors, je lui ai dit, mais vous savez qui est Trotsky, comme vous dites, elle ne savait pas du tout qui c'était. Moi, j'entends ma fille parler de Lénine, je lui ai dit, mais à quelle époque est né Lénine, à quelle époque il est mort? Ils ne savent pas. Ils en parlent sans arrêt, ils savent pas. Mais je crois que si on rentre dans la doctrine même, c'est empoisonnant possible. Tu vas être obligé de raconter la NEP, tu vas être obligé de raconter Staline. Non, mais ce qu'on peut... C'est pas notre vocation. Il fallait prendre un premier contact. Il y a peut-être des choses magazines qui ne sont pas connues, bien que le sujet a été beaucoup peigné. Lénine à Paris, la Villa Mariro, enfin, il y a peut-être des choses. Quelles sont les particularités de la conception de l'information dans une station périphérique comme RTL? Ce sont les caractéristiques de l'information instantanée destinée à un public très vaste. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, sur un événement, donner tout de suite son reflet le plus complet possible et le plus proche possible de l'événement, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, quand on choisit l'événement et quand on lui donne son retentissement sur l'antenne, il faut s'efforcer de lui donner sa dimension la plus grande possible, le plus tôt possible. C'est-à-dire tout de suite passer du fait particulier à l'intérêt général. Mais justement, dans quelle mesure vous adaptez les informations que vous donnez au public par rapport au public qui va la recevoir? Il y a des heures de la journée où c'est très facile. Le matin, par exemple, on sait avec une grande précision les catégories d'auditeurs qui nous écoutent, parce qu'il y a des sondages très précis qui permettent de dire qu'à telle heure, c'est un auditoire de province, de grandes villes, de petites villes, de tel âge, de tel âge. Vous pouvez nous donner brièvement ces différences? Oui, enfin c'est un peu compliqué, mais enfin, par exemple, on sait qu'à 6 heures, bon, c'est le public des gens qui se lèvent très tôt, généralement dans les grandes banlieues. 6h30, il y a une nuance prolétaire, si vous voulez, grande ville, mais un peu plus près de Paris, par exemple. 7h, ce sont les banlieusards de Paris qui sont majoritaires. Je ne veux pas dire que c'est tout le public, ce sont l'élément dynamiquement le plus fort. 7h30, c'est le journal le plus fort de toute la matinée. C'est-à-dire que c'est là où il y a les catégories et les plus variées et en même temps les mieux réparties géographiquement notre auditoire. 8h, il y a une poussée de cadres. De gens qui travaillent dans un bureau à 9h. 8h30, là, ce sont déjà plus les cadres supérieurs, c'est-à-dire les gens qui peuvent se permettre de partir un petit peu tard de chez eux. 9h, majorité de femmes. Et c'est elles qui vont occuper toute l'antenne ensuite, probablement. Ce qui veut dire qu'à 9h, par exemple, vous insisterez plus sur les faits divers parce que ce sont les ménagères qui seront à l'écoute. Oui, oui, ou même si vous avez une information d'intérêt de type général qui intéresse tout le monde, vous la développerez avec un certain angle particulier pour 9h. À 7h30, par exemple, si vous parlez du voyage du président Pompidou, le dernier voyage qu'il a fait aux États-Unis, à 7h30, vous ferez le reportage classique avec tous les échos sonores possibles. À 9h, vous braquerez votre caméra beaucoup plus sur Madame Pompidou que sur Monsieur Pompidou. L'information ainsi diversifiée selon le public auquel on croit qu'elle s'adresse ne présente-t-elle pas un certain danger? Décider ce qu'on croit être bon pour les gens. À part le coup de téléphone, le visiteur aura de la peine à définir l'occupation des nombreuses stagiaires. Certaines ont, dit-on, un père qui a de l'influence et du respect pour le journalisme. Vous êtes stagiaire depuis 1 an et demi, et quel est brièvement votre travail ici? Alors, je crois que j'ai un peu tout fait. J'ai commencé par découper les dépêches, et puis j'ai fait un certain nombre de petits reportages, les petits reportages pas intéressants qu'on donne au début pour décourager. Et puis j'ai eu un peu de chance, enfin je crois que c'est un métier où il faut de la chance. Alors j'ai eu des coups de peau successifs qui m'ont amené au flash. Alors ça c'est très mal vu par les journalistes. Une fille, une nénette comme ils disent, au flash, qui doit parler un peu de tout, c'est très mal accepté. Et maintenant ici, il semble qu'il y a un très grand nombre de stagiaires ou de gens qui attendent, qui lisent les journaux en attendant. Oui, oui, ça c'est le drame. Il y a beaucoup de gens et il y a peu de gens qui travaillent en réalité. Si vous voulez, on est peut-être... Pourquoi? Ça dépend un peu. Là vous êtes là au moment où il y a finalement assez peu d'actualité. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a un tas de gens qui sont là pour prendre l'air. Il y a beaucoup de stagiaires qui viennent pour découper des dépêches et qui, entre-temps, entre deux dépêches, ne font rien. Et puis, il y a aussi les journalistes qui sont là et qui attendent le reportage de leur vie. Et ils ne viennent pas souvent. C'est ce que vous attendez aussi? Oui, bien sûr. Madame Pompidou à 17h à Notre-Dame de Paris, reçue par Monseigneur Marty. 17h, Notre-Dame de Paris, Pompidou-Marty. Vous avez bien compris? Ouais, ok, mais je crois qu'on a le temps de rentrer à la maison avant, alors. Non,
on n'a pas le temps de faire le tour. La voiture émettrice permet d'intervenir à chaud sur l'événement. Le reporter peut être commuté en direct sur l'antenne. Ce sont ces voitures qui assurent des reportages aussi différents que les événements de mai 68, un crime passionnel, l'enlèvement de la petite Duguay ou, comme aujourd'hui, Madame Pompidou qui se rend à la messe. Eh bien, il est 17h, nous sommes devant Notre-Dame et à l'instant, Madame Pompidou vient d'arriver. Madame Pompidou est descendue d'une voiture gris clair, une voiture extrêmement discrète. Elle était là sans escorte. Madame Pompidou était vêtue d'un chapeau et d'un manteau de vison et sur le perron de Notre-Dame, elle a été accueillie par l'archevêque de Paris, Monseigneur Marty. En effet, la présidente doit assister à une messe à Notre-Dame qui est dite pour les Kersois de Paris. Je vous rappellerai tout à l'heure. Et toujours. RTL non-stop. Avec Jean-Loup Dabadi, Yves Saint-Martin et Régine. Toi l'enfant de porcelaine, toi l'adolescent. Chaque jour, pendant plus de 2h30, Philippe Bouvard met sur la sellette une vedette de la chanson et quelques débutants. Grâce à lui, RTL a mis l'esprit des salons littéraires à la portée de tout le monde et plus particulièrement d'un public fidèle de concierges et de retraités, toujours prêts à assister à un spectacle de music-hall gratuit. Philippe Bouvard, le plus parisien des animateurs parisiens. Il cache son talent de journaliste sous un non moins grand talent de comédien qui ne craint pas le cabotinage. Toujours un bon mot sur les lèvres, il porte l'ironie à la boutonnière. Tout à fait décontracté, il expédie son courrier ou rédige ses articles durant l'émission. Il faut ajouter qu'il est aussi responsable de la chronique mondaine du Figaro. Pour vous, est-ce que vous ne craignez pas, d'ici quelques années, de façon ingrate, d'être renvoyé à votre stylo et parce que simplement les auditeurs vous auront suffisamment entendu? Oui, oh ben je pense d'ailleurs que je les devancerai et que je partirai avant qu'ils en manifestent le désir. Mais vous savez, comme je suis journaliste, je suis une carrière journalistique à peu près normale, c'est-à-dire que je tends de plus en plus à vouloir moins travailler moi-même et à vouloir faire travailler les autres, ce qui est normal, c'est-à-dire à passer tout doucement de l'animation au micro à l'animation dans la coulisse, comme je suis tenté de le faire également dans la presse écrite. Quant à me renvoyer à mon stylo, je ne l'ai jamais quitté complètement, ce stylo, et je reste d'abord un journaliste de plume. Quand on connaît ce que gagnent les animateurs vedettes de la radio, et souvent les salaires modestes de ceux qui travaillent pour eux ou avec eux, on est un peu surpris. J'aurais voulu vous demander ce que vous en pensez. C'est vrai, il y a une disproportion, qui d'ailleurs se rencontre dans beaucoup d'autres professions, entre les quelques personnes qui ont la chance d'avoir une vedette justifiée ou non, et puis ceux qui travaillent souvent plus régulièrement, en tout cas beaucoup plus d'heures dans la journée, et qui gagnent moins. Mais c'est peut-être parce que votre précédente question tendrait à le prouver. On pense qu'un animateur fait moins d'usage qu'un technicien et qu'ensuite il vaut mieux qu'il ait quelques économies si on le met prématurément à la retraite.
Alors tu le donnes toi, des excuses, hein? Oui, j'ouvre le journal dessus, mais 5 minutes, c'est un peu lourd, hein? La publicité est le pain quotidien, le pain béni des stations périphériques. Pour le journaliste ou l'animateur, les exigences de la publicité prennent le visage du sondage. Ce sont des sondages que dépendront leurs cotes et leur avenir. Pourquoi cette hantise des sondages? Parce que le tarif de la publicité dépend du taux d'écoute. À 13h pour 30 secondes, la publicité coûte 5 000 nouveaux francs. Il y a 2 700 000 auditeurs. À 21h, pour 600 000 auditeurs, elle coûte 5 fois moins cher. À la moyenne de 16 publicités à l'heure, une ménagère assidue écoute 1h30 de publicité pour une seule journée, bien remplie, il est vrai. Musique pour le William Lawson, hein? Prévenir la régie. Attention, attention! Pour avoir un bœuf, il ne faut plus voler un œuf. Il faut gagner un œuf au grand concours qui gagne un œuf, gagne un bœuf. Organisé par Femmes d'aujourd'hui. Attention, c'est pas un œuf, c'est un œuf, 5 et 4. Voilà, c'est clair. Alors, jouez au grand concours Femmes d'aujourd'hui et gagnez un bœuf. William Lawson, c'est étrange. William Lawson, c'est un scotch qu'il est difficile d'oublier. Très difficile. William Lawson, c'est un whisky tellement, tellement séduisant. Quand vous commandez un William Lawson 1849, on se dit, tiens, un homme de goût. Quand vous offrez un William... Le journal est interrompu un certain nombre de fois par des publicités. Le fait que ces publicités, ces messages publicitaires sont mis sur le même pied finalement que les informations, n'est-ce pas gênant pour un journaliste? Bon, à titre personnel, moi, ça ne me dérange pas. D'une part, et ça, ce n'est pas du tout parce que je travaille dans une maison où la publicité est la source de revenus pour le fonctionnement de la station de radio. C'est pas du tout pour ça. Ça ne me dérange pas, peut-être parce que j'en ai l'habitude, peut-être parce que... Je ne sais pas, ça ne me dérange pas. Mais où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites sur le même plan. Pour deux raisons. D'abord parce que, comme vous l'avez remarqué, les publicités sont bien séparées, quand même, de la masse information. Ensuite, ce n'est pas le journaliste qui fait les publicités. Donc je ne vois pas en quoi ça me dérangerait que quelqu'un d'autre fasse ces publicités. Quels sont vos rapports avec les annonceurs? Moi, personnellement, je n'en ai pas. Non pas que j'ai la moindre allergie à l'égard des annonceurs. Une radio commerciale comme la nôtre vit de la publicité et trouve sa liberté à travers les recettes publicitaires. Si on peut dire, l'intermédiaire se fait par les sondages, alors. C'est les résultats des sondages qui vous obligent à... Le critère de succès pour une radio, c'est le sondage d'opinion publique. De la même manière qu'en presse écrite, on connaît la puissance d'un journal à son tirage. Ben, nous avons en quelque sorte un tirage qui réside dans les sondages d'opinion publique qui sont faits régulièrement, tous les ans, pour les radios, pour toutes les radios. Alors, est-ce que vous n'êtes pas constamment obligé de penser le programme en fonction, justement, de la publicité et non pas en fonction de critères de qualité? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Nous pourrions penser le programme en fonction du public. C'est un problème, parce que notre propos est d'avoir, bien évidemment, un auditoire important, parce que ce que l'on dit à un auditoire inexistant ne présente pas un grand intérêt. Vous êtes de mon avis. Mais pour la publicité, nous ne pensons jamais le programme en fonction de la publicité. D'ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait le penser, ce serait assez difficile, si vous voulez. Je ne vois pas quelle influence immédiate, je pêche peut-être par naïveté, si vous voulez. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, depuis 4 ans, jamais le problème ne s'est posé. Le problème qui se pose pour moi, c'est c'est le suivant, c'est est-ce que telle émission, qui est une émission de qualité, aura l'audience d'un grand public? Voilà le problème qui peut se poser. Alors on peut être amené à diminuer la qualité pour avoir l'audience d'un public plus important. Là, il risque. Ces sondages, est-ce qu'ils ont une influence sur les programmes radio? Est-ce que continuellement, disons, il y a une sorte de pression qui peut s'exercer sur les programmes ou sur la direction de RTL? Bien, oui, bien sûr. Parce qu'il y a d'autres choses que les chiffres, que la quantité. Il y a également les évolutions de structure de l'auditoire.
dans le cas de RTL, en l'espace de 2 ans, et pour moi c'est beaucoup plus frappant que l'augmentation d'écoute en chiffres absolus. Mettons l'écoute des agriculteurs, la pénétration de RTL chez les agriculteurs est passée de 30% à 10%. Donc il y a eu une baisse considérable. Par contre, dans la catégorie profession libérale et cadre supérieur, la pénétration de RTL est passée de 10 à 24%. Elle a donc fait plus que doubler. Ça, ce sont des indices très très importants pour un directeur de programme. Le point de vue du publicitaire et le point de vue du directeur des programmes se recoupent en quelque sorte. C'est-à-dire pour un directeur des programmes, il faut arriver à intéresser le maximum d'auditeurs et le maximum d'auditeurs intéressants. Des auditeurs intéressants sont des gens qui ont, mettons, un niveau d'activité, un niveau d'éducation, qui prennent une part active dans la vie du pays. Et un certain pouvoir d'achat. Et un certain pouvoir d'achat. Alors ça serait plutôt le côté publicitaire. Mais il n'y a aucune opposition de principe entre le point de vue d'un directeur des programmes et le point de vue des publicitaires. Mais je crois qu'on peut dire que RTL dépend financièrement de la publicité. Oui. Et comme la société de publicité, information et publicité, dépend de Havas, elle-même contrôlée par l'État, est-ce qu'on peut sauter les étapes et dire qu'ainsi l'État contrôle RTL? Oh, ça serait vraiment aller très loin. Bien sûr, sur le plan, mettons, administratif, on peut envisager une telle succession de responsabilités. Mais dans les faits, ce n'est absolument pas le cas. Et quels sont vos rapports avec le gouvernement français? Ils n'ont, si je puis dire, ils n'ont rien de particulier, ils sont normaux. Je voudrais bien vous donner des précisions, mais nous avons des rapports avec le gouvernement français comme journalistes, comme tous les autres journalistes. Avez-vous parfois des pressions alors? Aucune pression. Peut-on imaginer qu'il puisse y avoir des pressions puisque non. Vous êtes relié par câble avec le oui, Luxembourg? on pourrait avoir des pressions, mais nous n'avons pas de pression. Je ne dis pas ça pour être aimable à l'égard du gouvernement français. Je suis navré de vous dire que nous n'avons pas de pression. Monsieur Hermougin, vous avez été un des éditorialistes de Radio Luxembourg des plus célèbres. Et durant les 13 ans que vous avez passé dans cette station, est-ce que vous avez eu parfois des problèmes indirectement avec le gouvernement? Il y a eu des problèmes presque constamment avec le gouvernement. Remarquez, au début, mon éditorial était très peu connu et pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'il soit connu, jusqu'à ce que ce soit devenu une tribune, j'ai eu un grand calme et une grande paix. Et puis, peu à peu, il a été fort connu et il y a eu des événements qui ont fait que les gouvernements, les uns après les autres, se sont intéressés à nous. Mais comment se passent alors ces interventions du gouvernement? Des pressions directement sur les journalistes ou sur la direction? Non, ça ne peut pas être au fond une pression sur le journaliste. Au fond, le journaliste offre très peu de surface portante. La surface portante, c'est beaucoup plus... Le cas de Radio Luxembourg est tout de même assez particulier en ce sens que le gouvernement n'y est pas, le gouvernement français. Il n'y est pas en réalité, mais en fait, il y est tout de même en ce sens qu'à l'intérieur du conseil d'administration, il y a de grosses sociétés qui ont pignon sur rue. Lorsqu'une société vend des radars, il est bien évident qu'elle est perméable aux oukases du gouvernement en ce qui concerne les commandes de radars et les commandes d'État. Alors, par l'intermédiaire de ces sociétés, le gouvernement peut avoir une possibilité de pression sur une direction de station et automatiquement par retour de bâton sur le journaliste. Vous voyez, je crois que c'est comme cela, si l'on veut, très schématiquement, que l'on pourrait imaginer quelle est la pression du gouvernement quand il s'agit d'une station comme celle-ci qui, au fond, est encore et est certainement, à l'heure actuelle encore, une des plus libres. Je pense qu'une seule personne ne peut pas être objective et que c'est précisément cette diversité des commentaires qui nous permet de donner, dans une certaine mesure, nous l'espérons, satisfaction à l'auditoire. Si vous voulez, c'est un petit peu comme on retrouve le blanc en faisant tourner à toute vitesse l'éventail des couleurs. Nous avons un éventail de couleurs qui va, par exemple,
en matière religieuse de l'abbé Oraison, qui est fort discuté par les intégristes, à certains collaborateurs ici qui ne le sont pas du tout. De la même manière qu'il va dans le domaine de la télévision, de Jean-Jacques Gaultier à Henri-François Rey, qui sont tous les deux de sensibilités politiques différentes. Or, commenter la télévision, c'est non seulement commenter l'émission de télévision, mais c'est commenter l'actualité elle-même. On est très souvent amené à parler, au-delà de la manière dont l'émission est faite, amené à parler du sujet lui-même. Et on peut dire qu'en politique, par exemple, Ferniaud et Cartier n'ont indiscutablement pas la même sensibilité, les mêmes opinions. Une information axée sur la personnalisation se doit de faire les yeux doux aux éditorialistes connus. Raymond Cartier donne chaque jour bonne conscience à la France, tandis que Jean Ferniaud exprime clairement l'opinion souvent floue du français moyen. Et Jean Carlier prend la relève. En fin de soirée, un technicien va enregistrer les éditoriaux du matin et la critique TV. Henri-François Rey analyse Landru, un film de Chabrol. Toutes les femmes figurant sur cette liste sous un nom réel ou supposé auraient été assassinées par moi. C'est à la liste de mon carnet qu'on a limité mes crimes. Mais la France était toujours la France, le pays de la mesure. En 1945, lorsque Petiot fut arrêté et j'eus la chance de suivre son procès, celui-là qui avait tué plus de 60 personnes ne suscita ni rire ni intérêt, mais de l'horreur qu'il méritait. Il faut dire qu'il avait tué en majorité des hommes, qu'il avait collaboré avec la Gestapo, et pourtant l'homme était curieux. Fou sans doute, certainement intelligent, et petit bricoleur à ses heures, puisqu'il avait inventé, et ceci est authentique, une machine à déconstiper. Voilà pour le petit déjeuner des gens. Pour la part de la direction de RTL, personne ne vous a jugé trop violent parfois? Quelquefois, une seule fois, parce que j'avais vraiment engueulé en bloc la totalité des programmes d'un dimanche. Peut-être l'avais-je fait avec un ton d'une colère absolument épouvantable, et j'étais très en colère, je dois dire. On m'a dit, vous savez, ce sont des collègues, ce sont des confrères, et c'est vrai sur ce plan, enfin, le RTF c'est un confrère à RTL, donc vous pourriez dire la même chose en le disant moins violemment, ce qui était peut-être vrai. Finalement, je ne mets aucune eau dans mon vin, je suis peut-être plus méchant, mais d'une façon peut-être plus insinueuse. C'est le seul progrès qu'on m'ait fait faire, je crois. Comme vous faites partie un peu de RTL, si on peut dire, qu'est-ce que vous pensez, disons, des informations qui sortent d'un poste comme RTL? C'est un gros problème que vous me posez. C'est le problème de toutes les informations radiophoniques. Et dans l'ensemble, ce sont des informations bien faites, puisqu'ils sont toujours à chaud sur tous les problèmes qui se posent. Je ferai une seule critique, c'est que quelquefois ils accordent trop d'importance aux faits divers. Le fait divers est une institution à RTL. C'est ce qui accroche un large public. Ce visage sérieux, Raymond Cartier. Il appartient à cet autre pôle d'attraction, le vedettariat. Pierre Dumayet, vedette de l'interview, participe en bonne compagnie à la photo de la famille RTL où les enfants sans laurier restent au vestiaire. Julien Besançon, Jean-Pierre Farkas et Christian Brincourt côtoient Guy Lux. Les voix accrocheuses et enjôleuses de la publicité se mélangent aux journalistes vedettes comme Jean Carlier, Jean Caux, Henri-François Rey, auxquels on peut ajouter René Barjavel, Raymond Forlani et Jean-Jacques Gaultier, autant de noms connus qui vont exciter la curiosité de l'auditeur. Fabrice, compagnon des ménagères. Edgar Schneider, le chroniqueur mondain, fin connaisseur de la garde-robe de Madame Pompidou. Gérard Klein et Guillaume, les impertinents du week-end. Les stations de radio font la cour aux vedettes du petit écran. Elles valent leur pesant d'auditeurs. Ainsi, Anne-Marie Pesson. Le vedettariat est contagieux. Le journaliste se prendra très vite, lui aussi, pour une vedette. L'information sera souvent traitée sous l'angle de celui qui tient la vedette, ministre ou assassin, cartomancienne ou coureur cycliste. RTL recherche sans cesse de nouvelles formules, une autre manière de solliciter la participation des auditeurs. C'est la révolution permanente. Par comparaison avec les radios d'État, on peut se demander peut-être si les pressions tant bannies de la publicité
ne valent pas celles des partis gouvernementaux. C'est parti mon kiki, allez. Bon. Bougez pas, hein.